PayMeetup, Olivier Hérol, fraud manager. À côté de ça, auteur de romans fantasy. Écriture. Tolkien. PSG. Mon rêve d'enfant, footballeur. 5 pays, du coup. J'ai fait Malte, puis l'Irak, puis la Guinée, l'Irlande et la France, du coup. J'ai commencé comme sales dans une agence de pub en Irak. Rien de cohérent, mais c'est vrai. Et ensuite, je me suis retrouvé chez PayPal, un peu par hasard, dans le domaine de la fraude. Et depuis, j'ai plus quitté le domaine. J'ai fait Etsy, puis Deezer, petit passage chez IBM, et puis aujourd'hui chez Back Market. Un peu comme Batman, donc j'ai ma vie le jour où je suis fraud manager, et puis le soir, je mets le masque la nuit quand il se passe rien, et c'est là que je sors le stylo pour écrire. Et le week-end, je me repose. Alors, mon quotidien, le matin, toujours le café. Et ensuite, on regarde les chiffres, toujours. Voir si on a été attaqué pendant la nuit. Voir si on n'a pas beaucoup bloqué de transactions. Un petit meeting avec les équipes. Pas tous les jours, mais souvent, histoire de voir si tout va bien, si l'équipe a besoin de quelque chose. Et sinon, c'est de la veille. Si on vérifie si tout va bien, s'il n'y a pas de fraude, s'il y a des paiements. Le soir, sans famille, avec les enfants et madame. Et après, une fois que tout le monde fait dodo, on sort le stylo pour écrire. Bon, j'écris, ça peut m'arriver d'écrire jusqu'à 3-4 heures du matin. Faire le nécessaire pour s'attaquer aux faux positifs. En gros, on a 2 écoles, enfin on n'en a qu'une aujourd'hui, mais en tout cas on avait l'old school du fraud management où on fait le nécessaire, où on met le focus sur comment stopper les fraudeurs. Et on a la new school aujourd'hui où le but c'est d'augmenter le taux d'autorisation. Accepter un petit peu de fraude, mais dans le but de refuser le moins de faux positifs possible, le moins d'acheteurs légitimes possible. Et aujourd'hui, je trouve que cette partie est très stratégique parce qu'en acceptant un petit peu plus de fraude, on voit qu'on arrive à augmenter de façon considérable le taux d'autorisation. Et je trouve que ça dépasse un petit peu le cadre de la fraud management et que ça touche un petit peu tout le monde au sein de la société. Donc, augmenter le taux d'autorisation, ça fait plaisir à tout le monde en interne. Je trouve que c'est très stratégique. On a de la chance dans la fraude d'avoir un réel impact sur l'approval rate. Et je trouve que c'est la partie la plus stratégique de ce qu'on fait aujourd'hui dans la fraude. J'en ai une, du coup je vais en parler. C'est hier, dans la nuit, je suis sur mon téléphone et je regarde un petit peu sur les forums. Et je vois une bande de fraudeurs qui recherchent un lien pour mon livre. Et donc voilà, on a des fraudeurs qui partagent des e-books frauduleux pour que d'autres fraudeurs puissent se les accaparer gratuitement. Ça m'a beaucoup amusé, je ne vais rien faire pour les stopper. Pour ce qui est du paiement, je suis tombé aussi sur un cas de chargeback. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec le chargeback, mais en gros, c'est la possibilité de contacter sa banque pour faire opposition sur un paiement. Et derrière nous, les commerçants, on a la possibilité de contester ce chargeback, en démontrant par exemple que le chargeback initialement est non légitime. Et moi, j'avais un cas de chargeback où l'acheteur avait signalé un produit non reçu, en l'occurrence un chapeau. Et en recherchant sur Internet, j'ai trouvé sa page Facebook avec une photo de cette personne avec ce chapeau. Et ça m'a facilité les choses pour défendre ce chargeback, gagner ce chargeback et récupérer les fonds. La déconnexion. Quand j'écris, déjà je choisis mon sujet, j'ai du temps pour élaborer mon sujet. Par exemple là pour l'interview c'est du one shot. Si je fais un bug, si je fais une gaffe, c'est enregistré, c'est mort. L'écriture, on a tout le temps, on a le temps de peaufiner, on a le temps de faire un rendu solide, précis. C'est tout à notre avantage en fait, d'avoir ce luxe de prendre son temps. Aujourd'hui on vit dans une société où on n'a plus le temps, on n'a pas le temps. Tout est instantané, tout doit être rendu, si ce n'est pas dans l'heure, dans la journée. L'écriture, on prend notre temps.
Et puis, comme je disais au début, je me déconnecte quand j'écris. Si je veux parler d'un dragon qui crache sur des gens, je le fais. Je ne peux pas le faire en tant que fraud manager. C'est ce que me donne l'écriture et je ne m'arrêterai pas, du coup. Chez PayPal, on nous disait toujours que 0% de fraude, c'est pas bon signe. C'est pas bon parce ça veut dire qu'on est trop strict. Et quand on est trop strict, c'est qu'on laisse passer potentiellement, enfin qu'on bloque potentiellement des utilisateurs légitimes. Ça m'avait fait un déclic, même si aujourd'hui ça nous paraît logique, parce que comme je le disais au début, il y a le old school fraud management et il y a la new school. Mais à l'époque, c'était en 2013, je me disais, mais smart les types. Parce qu'avant ça, je me rappelle, je ne vais pas citer de nom, mais il y avait d'autres entreprises qui faisaient du pur scoring, rules and scoring, c'est-à-dire que quand, je ne rentre pas dans les détails, mais pour chaque comportement d'un acheteur, on a un score, sachant que pour chaque paiement, on a plusieurs comportements, l'utilisation d'une crédit carte avec un nom qui est différent que sur le nom du compte, une adresse, le shipping address qui est différent du delivery address. Tout ça, c'est des comportements. Pour chaque comportement, on a un scoring. À la fin, on reprend tous les scorings, on a un score final. On a un seuil. Si on est au-dessus du seuil, on considère que c'est frauduleux. Sinon, en dessous, on considère que c'est légitime. Et je trouve que c'est très binaire, ça. Donc, beaucoup d'entreprises fonctionnaient comme ça à l'époque. Au-dessus du seuil, c'est de la fraude. En dessous, c'est légitime. Et puis, chez PayPal, on était sorti de cette logique très tôt, je trouvais. Pas que du scoring, mais aussi du machine learning, pas que du machine learning, mais aussi du manual review humain, pas que ça, mais aussi du KYC. Et donc effectivement, la fraude, c'est un mélange de tout ça, le fraud management, je veux dire. Et ça, je trouvais ça beau. Donc aujourd'hui, on a des outils de plus en plus puissants. On a les outils de fraude qui font du chargeback management, du chargeback guarantee, d'autres qui font de la machine learning, l'intelligence artificielle. On a toujours d'autres qui sont dans le rules and score, qui mixent un peu toutes ces technologies. Donc on a du très très lourd aujourd'hui. Et on a aussi des experts. Il y a 5-10 ans de ça, en tout cas en France, on n'avait pas les experts paiement et fraude qu'on a aujourd'hui. Et ça devient de plus en plus compliqué pour les fraudeurs de bypasser ces pare-feux de lutte contre la fraude. Je parle des petits fraudeurs, les plus grands, ceux qui ont les ressources humaines, ceux qui ont la technologie, ils sont toujours là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est de plus en plus difficile de bypasser le fraud management, enfin en tout cas la partie payment. Et du coup, on voit aujourd'hui, surtout après la crise du Covid, des fraudeurs qui glissent vers la policy abuse, refund abuse, returns abuse, etc. Voilà, c'est vraiment des failles qu'on a dans les termes et les TNCs des sites web. Ils utilisent ces failles pour avoir des refunds abusivement, pour avoir et un refund et garder la marchandise achetée. Et donc, ça devient de plus en plus problématique parce qu'on est moins préparé à cette typologie de fraude qu'à la fraude au paiement classique qu'on connaît tous. Et je pense que ça va causer de plus en plus de problèmes aux e-commerçants si nous, on ne s'adapte pas et si les fraud providers ne s'adaptent pas non plus. Merci PayMeetup. Je vais terminer par une question. Et vous, quel type de fraudeur êtes-vous ?